Des rayons clairsemés. Dans certains supermarchés, l'huile de tournesol est devenue une denrée rare, au point que les clients sont parfois rationnés. Chez ce grossiste, où viennent se ravitailler des restaurateurs de la région d'Anglet, tous les produits à base d'huile de tournesol sont concernés. La mayonnaise aussi, puisque nous limitons à 10 kg de mayonnaise par jour et par client. Les consommateurs surréagissent-ils par peur de manquer ou y a-t-il un vrai risque de pénurie? Après des inquiétudes sur le marché des céréales, sur fond de guerre en Ukraine, c'est au tour de la filière huile d'être plongée dans l'expectative. Car l'Ukraine représente 50% des exportations d'huile de tournesol dans le monde. Au-delà des incertitudes sur les prochaines récoltes, l'approvisionnement des stocks ukrainiens est aujourd'hui durement impacté par l'invasion russe. Vous avez tous les ports qui ont été pratiquement détruits et puis plus aucun assureur ne veut assurer des bateaux qui pourront charger en mer Noire. Conséquence, l'huile de tournesol arrive au compte-gouttes et coûte plus cher. L'industrie agroalimentaire qui utilise cette huile dans de nombreux produits transformés est frappée de plein fouet, comme ici dans le Jura, dans cette usine de pâte à tarte. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais connu une crise d'une telle magnitude. Et donc nous avons un besoin urgent de nous retourner vers d'autres approvisionnements. Alors l'huile de tournesol va-t-elle être remplacée par la très controversée huile de palme? Faut-il craindre des pénuries alimentaires en France? Qu'il s'agisse de la farine ou de l'huile, comment surmonter notre dépendance alimentaire mise en lumière par la guerre en Ukraine? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Mathieu Brun, bonsoir, j'arrive plus à lire. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, la FARM, ça tombe bien cet acronyme, et vous avez co-dirigé avec Sébastien Abyss le rapport 2022 de Demeter intitulé Alimentation, les nouvelles frontières, et vous estimez qu'il faut revoir nos modes de production et de consommation alimentaire pour avoir une sécurité mondiale bien mieux garantie. À côté de vous, monsieur Rodolphe Bonas, bonsoir, vous êtes entrepreneur et expert de la grande distribution, vous êtes le PDG de la société Aristide, sans E. Voilà. Et selon vous, il y a des tensions sur certains produits, comme on en a déjà vécu pendant le confinement, c'est vrai. Les Français font des stocks et les distributeurs limitent de ce fait le nombre de produits vendus. Et à côté de vous, une économiste. Bonsoir Anne-Sophie Elsi, vous êtes professeure d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne, vous êtes chef économiste au cabinet BDO, spécialisé dans l'audit et le conseil. Et selon vous, on doit craindre une hausse des prix qui va sûrement continuer jusqu'à avant l'été, encore quelques mois donc, mais tout dépendra de l'évolution de la guerre en Ukraine. Et on démarre, pour comprendre de quoi il s'agit, de l'ampleur des volumes et de notre dépendance, en fait, avec le chiffre du jour. Oui, Elisabeth, 80%, car 80% de la production mondiale d'huile de tournesol provient d'Ukraine et de Russie. Pour être plus précis, c'est 50% d'Ukraine et 30% de Russie. Donc, pour essayer de comprendre un peu plus précisément, Mathieu Brun, les produits, notamment l'huile que nous consommons aujourd'hui, ont été fabriqués à partir de tournesol récoltés quand ? Alors en fait, on est en fin de campagne, on est en fin de campagne, donc on attend la nouvelle production qui va arriver. Donc on est en train d'utiliser les stocks qui datent de l'année dernière. L'agriculture, c'est quelque chose qui met du temps à produire, hein, c'est une graine qu'on plante et qui pousse une seule fois. Donc ça veut dire qu'il faut quand même attendre, prendre son temps et donc cultiver lentement. Donc les produits qu'on a aujourd'hui en termes de consommation qui viennent de Russie et d'Ukraine ont été récoltés l'été dernier, ont été triturés, transformés, mis en bouteilles, mis en baril et ont ensuite été exportés vers l'Union européenne, vers l'Afrique du Nord notamment, ou d'autres pays dans le monde. Anne-Sophie Alsif, on a encore des stocks, ou pour l'instant les stocks se sont réduits, on va arriver vers désormais des vraies pénuries de matières premières? Alors on a encore des stocks, même si ça s'est beaucoup réduit, mais ce qu'il ne faut pas oublier, hein, comme pour l'énergie, c'est que les denrées agricoles sont très spéculatives. Et donc les marchés, en fait, on n'est pas dans un marché ouvert d'offres et de demandes. Hein. On a des acheteurs qui peuvent acheter plus de maïs, plus de blé, et puis essayer de les revendre lorsque les prix sont les plus hauts, hein, comme pour les prix de l'énergie. Donc c'est vraiment des secteurs où il est très difficile d'envisager les hausses et les baisses de prix. Il y a énormément de volatilité, et donc on n'est pas dans un marché classique d'offres et demandes. Donc c'est encore en plus des difficultés d'approvisionnement, ça vient s'ajouter. C'est pour ça qu'on a des hausses de prix aussi importantes. Et pour savoir où est-ce que se situe la France dans cette échelle de dépendance par rapport notamment au tournesol russe et ukrainien? En fait, par rapport au tournesol, on est très dépendant. Hein. Quand vous avez une zone qui pèse 80%, tout le monde en est totalement dépendant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très clairement, moi, je pense qu'on n'a pas à craindre de pénurie
des produits en tant que tels. En revanche, on va vivre des augmentations des prix par définition, parce que actuellement, l'ensemble de la filière est en train de s'organiser. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours de l'huile de tournesol, par exemple, mais à un prix qui pourrait augmenter on sait jusqu'où il pourrait augmenter ce prix. Dans quelle proportion, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a déjà fortement augmenté, alors que finalement, on n'est pas en situation de pénurie, comme ça a été expliqué, pour des raisons d'anticipation, et aussi parce qu'on a un comportement des agents économiques, que ce soit les particuliers ou les professionnels, qui consiste à fabriquer ce qu'on pourrait appeler des pénuries par anticipation. C'est ça. Mais alors, les professionnels le font de façon rationnelle, voire même cynique, et les particuliers, de manière totalement irrationnelle, ça devient une psychose. Alors oui, tout à fait. C'est exactement, on est un peu embarqué là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de commerçants qui ont commencé à réguler un petit peu les achats en disant aux clients, attention, pas plus de bouteilles, pas plus de bouteilles, pas plus de... Pour une raison très très simple, c'est que eux, leur intérêt, c'est d'arriver à essayer de servir tous les clients. Ce serait quand même dommage qu'il y ait des clients qui puissent ne pas avoir d'huile. Donc très clairement, oui, pour l'instant, je ne pense pas que sur nos marchés, on vivra l'absence totale de produits d'huile de tournesol. Il n'y a pas que l'huile, on parle du blé aussi. Ah non, bien sûr. Oui, sur l'huile, il ne faut pas oublier qu'on a notre bouteille d'huile qu'on achète au supermarché, mais il y a près de 5 000 ou 6 000 produits qui utilisent de l'huile de tournesol. Des produits transformés, etc. Pour l'huile, les pâtes, etc. Donc c'est un ensemble de produits qui est. Et donc ça veut dire que même sur ces produits-là, il y aura des répercussions. Des répercussions, donc enchaîne sur les prix, c'est une onde. Ça a commencé, si vous prenez la moutarde, les biscuits, tous ces produits sont directement impactés. En Europe, particulièrement en France, mais aussi en Allemagne. Enfin, la France est Alors, sur le tournesol, c'est mondial. Donc là, ne nous posons même pas de questions. Le tournesol, c'est mondial. Là, alors, vous parlez de pénurie d'anticipation avec des comportements un peu erratiques de la part des consommateurs. On va regarder une archive. Nous sommes en février 1991. La guerre du Golfe pousse les Français à faire des provisions. Regardez les commentaires dans la tête de gondole. Devant la menace de guerre, la France inquiète s'était brusquement mise à acheter et à stocker. Vous voulez prendre 10 paquets de sucre, 10 paquets de farine, 10 paquets de riz. Monsieur, nous sommes deux Et c'est avec des gens comme ça, si vous voulez, qu'on crée des psychoses. Et après, on dit, mais là, on manque de tout en France. Mais c'est faux. Eh bien, aujourd'hui, on connaît avec plus de précision l'ampleur de ce phénomène. L'Institut Nielsen a fait une étude en France sur 100 000 ménages. Du 14 au 20 janvier, c'est le sucre qui arrive en tête, multiplié par 3 par rapport à la consommation moyenne. Bizarre, à chaque fois, les Français se tournent d'abord vers le sucre. Vieil atavisme, souvenir des privations de la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas d'autre explication pour ça. Juste derrière arrivent les achats de farine, multipliés par 2,5, puis le riz, les pâtes et l'huile. L'augmentation pour le café et les produits de lessive ne dépasse pas 50%. Et voilà. Anne-Sophie Alsif, qu'est-ce qu'on a appris de ce genre de période-là? Au bout de combien de temps le comportement des consommateurs se régule-t-il de lui-même, voyant que finalement il n'y aura pas de pénurie, ou est-ce qu'il faut intervenir pour qu'il se régule? Alors, c'est vrai que quand on regarde historiquement, il ne se régule jamais. Et à chaque crise, c'est toujours malheureusement le même comportement. On est remonté très loin, mais avec 45, le confinement, on a eu la même chose au début du confinement en 2020. Oui. On avait les mêmes reportages, notamment en effet sur le papier toilette et les pâtes quand on en parle. Et le sucre aussi. Donc, quelqu'un évoquait la guerre. Donc là, c'est vrai qu'avec la guerre, il y avait l'aspect sucre en plus qui est plus agréable, qui joue. Donc il y a toujours un côté de se dire attention, quand on est consommateur, on va avoir une pénurie et donc on anticipe bien cette pénurie en surconsommant. Et ça, c'est vrai qu'on le voit pour toutes les crises. Et c'est vrai que l'alimentaire, il y a quelque chose, alors qu'on n'est pas justement en risque de pénurie, quelque chose qui est très irrationnel et qui est très difficile de dire attention. Ou même, on voit aussi des consommateurs qui consomment des choses qu'ils ne consomment absolument jamais et qui vont le consommer parce qu'il peut y avoir une pénurie de ce produit. Oui, c'est ça. Mathieu Bain, vous insistez sur le fait qu'il faut qu'on revoie les modes de production et de consommation alimentaire. Mais comment on fait ? Alors, on anticipe. On parlait de pénurie d'anticipation. Je le répète, un agriculteur, il plante une graine et il attend pour la récolter. Donc, ça veut dire qu'on va devant potentiellement des difficultés l'année prochaine quand l'Ukraine va pas pouvoir parce qu'on ne sait pas s'ils pourront semer suffisamment. Là, pour l'instant, on est à peu près à la moitié des surfaces qui ont été semées. Ça reste peu et en même temps vous voulez dire sur le territoire ukrainien, 50% de ce qui est exploité a été déjà semé? Pour l'instant. Et là, en France, on est en train de semer les graines de tournesol. Alors, les projets veulent augmenter la superficie de culture en tournesol à l'horizon 2023. Donc, on va essayer d'augmenter progressivement, mais ça vient derrière, il faut un appareil industriel, il faut des usines qui transforment, qui triturent, qui mettent l'huile en bouteille. Donc, il faut mettre tout le monde en force et en action. Donc, ça veut dire aussi des soutiens, accompagner les producteurs agricoles. Un agriculteur, il plante une graine parce que ça va lui rapporter de l'argent dans 6 ou 8 mois. Et aujourd'hui, les marchés sont quand même très complexes à maîtriser pour ces acteurs-là.
Oui, vous parliez tout à l'heure du fait que certains industriels font des stocks pour essayer de réguler cette panique des consommateurs. Ils prévoient à quel terme? C'est-à-dire, c'est quoi leurs anticipations? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, dans le dispositif économique d'un industriel, le stock, c'est pas bon. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, sur les bras, en plus ça a un coût. Exactement, ça a un coût. C'est pas du tout un dispositif dans lequel. Mais comme ça a été précisé tout à l'heure, il y a un certain nombre d'intermédiaires dont leur métier, c'est de spéculer. Donc là, actuellement, tout le jeu va consister pour ces intermédiaires. Je ne parle pas des industriels qui produisent, parce qu'un industriel qui fabrique des biscuits ou de la moutarde, lui, il a intérêt à avoir un stock le plus réduit possible. Et c'est ça qui va être un peu ce jeu. C'est au sein de la filière et des intermédiaires qu'il va falloir essayer de réguler, essayer de comprendre si jamais il n'y a pas de la suranticipation et de la logique de spéculation. Qui régule ? C'est le marché. Voilà. Donc, ce sont des marchés internationaux. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'instance indépendante. Comme l'énergie, c'est l'offre et la demande de la spéculation. Alors, on va évoquer avec vous, Nadia, une problématique autour de l'huile. Il n'y a pas d'huile, on change la recette. Oui, ça c'est une conséquence inattendue. Oui, parce que vous le disiez justement à l'instant, l'huile de tournesol, ça entre dans la composition de beaucoup de produits, ce qu'on appelle les produits transformés, les chips, les sauces, les biscuits, les plats préparés, les petits pots pour bébés. Et selon l'ONG Foodwatch, qui est très mobilisée depuis quelques semaines, les producteurs voudraient se tourner vers des ingrédients de substitution donc pour remplacer cette huile de tournesol, en l'occurrence de l'huile de colza, de l'huile de palme ou encore du tourteau de soja OGM en provenance d'Amérique latine. Et comme ils n'auraient techniquement pas le temps de changer l'étiquetage, le conditionnement de ces produits, ils seraient en ce moment même en France donc en train de négocier le droit de changer la composition des produits, mais sans modifier la liste d'ingrédients. C'est le gouvernement qui va trancher bientôt, mais des dérogations pour ne pas avoir à réétiqueter. Elles ont déjà été obtenues dans différents pays, en Italie, aux Pays-Bas ou en Finlande. Donc il y a déjà des précédents. Et ça, évidemment, ça pose un certain nombre de questions en termes de transparence. Il y a évidemment le risque pour les personnes allergiques, ça c'est pas rien. Puis on peut également refuser, en tant que consommateur, de consommer des OGM, de l'huile de palme, et donc, in fine, être dupé. Et d'ailleurs, Foodwatch craint que ces pénuries n'encouragent, in fine, la production d'huile de palme. Et on sait que c'est très largement responsable de déforestation, notamment en Asie du Sud-Est. Rodolphe Vonas, est-ce qu'on risque de perdre en transparence et en traçabilité? Je parle là du point de vue du consommateur, de ne pas savoir ce qu'il achète. Alors, c'est vrai que ce dispositif-là, s'il était appliqué, serait quand même assez inquiétant. Donc, on peut imaginer quand même, parce que c'est déjà arrivé par le passé, qu'on arrive à réétiqueter en urgence un certain nombre de produits pour des raisons justement de non-alignement. Quand ça arrive concrètement ça arrive même encore régulièrement. Pour vous donner des exemples très précis sur des opérations d'import de produits qui viennent, par exemple, quand vous achetez des célèbres pâtes à tartiner sur d'autres marchés et que vous les importez ici. On a des dispositifs dans lesquels on réétiquette, ce qui est logique, en urgence, pour arriver à faire en sorte que ce soit compréhensible sur nos marchés à nous et que ça soit étiqueté. Mais est-ce qu'on ne risque pas de voir les normes à la baisse? C'est ça la question, et de consommer... Alors, je pense, la norme en tant que telle, non, mais la transparence, en tous les cas, du produit, oui, et ça serait relativement inquiétant, une vraie régression, donc ce n'est pas souhaitable. Je pense que c'est aussi aux industriels de se mettre en ligne pour arriver à simplement régler un problème qui est un problème logistique là, ici. Anne-Sophie Alsif, on ne parle que de pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 des Français. La hausse des prix du carburant a fabriqué beaucoup de mécontentement. Est-ce que ceci se surajoute? Alors d'abord, il y a le risque de l'inflation qui va devenir ou qui pourrait devenir galopante. Alors oui, ça se surajoute, surtout que là, on est vraiment dans une période où cette inflation va être structurelle et va durer plusieurs mois. C'est vrai qu'avant la crise ukrainienne, on se disait, voilà, c'est encore quelques mois et avant l'été, c'est derrière nous. Là, non. Donc on va continuer d'avoir une hausse des prix de l'énergie, des denrées alimentaires pendant toute cette année. Et ça va continuer même une fois que le conflit sera derrière nous, parce qu'on aura aussi cette fameuse transition écologique. Et dans un premier temps, on aura sûrement des coûts. Il y a des questions climatiques, il y a des sécheresses. Exactement, il y aura une augmentation des intrants et donc sûrement un coût supplémentaire pour énormément de denrées agricoles. Qu'est-ce que vous entendez par augmentation des intrants? Alors, en effet, tout ce qui est produits alimentaires, agricoles, et avec ces normes, puisque c'est vraiment ce que l'on voit, il y a de plus en plus de normes et de barrières non tarifaires pour toutes les zones, et bien forcément, quand vous protégez votre marché, ça a un coût, et donc, eh bien, vous payez plus cher.
Mathieu Brun. Oui, effectivement, quand on regarde aussi la façon dont on produit, on utilise des intrants, chimiques, de synthèse ou organiques également. Organiques. En France, on n'a pas assez d'intrants organiques. Sauf que le prix des intrants est lié au prix du gaz qui vient de Russie. Et la potasse qui aussi, transforme. Et la potasse, voilà, on a besoin de 3 engrais de base et tous sont en train d'être à la hausse. Et donc un agriculteur derrière, il doit stocker certains de ces engrais-là, donc penser à la prochaine campagne, peut-être changer de culture aussi, dire tiens, je ne vais pas mettre du blé, mais je vais peut-être mettre autre chose qui capte de l'azote, qui est d'ailleurs bon pour l'environnement. Donc tout ça met aussi en péril les équilibres, les prévisions en termes de production pour l'année prochaine, notamment en France, mais aussi à l'international sur des bassins de production en France, indépendants. On produit combien d'huile de tournesol par an? On sait à peu près J'ai pas le chiffre, mais on n'est pas un très gros producteur à l'échelle mondiale et surtout on est très très loin de l'autonomie très sur loin, ce produit-là. Même En rien revanche, pour la France. Ce qu'on peut dire, c'est que simplement, si on refocus sur les conséquences de cette guerre en Ukraine, il faut savoir qu'en fait, elle arrive à un moment dans lequel on avait déjà une tension historique sur l'ensemble de la chaîne, puisque on a bien vu le prix des produits énergétiques était déjà à la hausse, le prix du fret et du transport était déjà à la hausse, le prix d'un certain nombre de matières premières, le blé en particulier, était déjà à la hausse, et c'est vrai que cette tension géopolitique, tout d'un coup, elle vient mettre une surtension sur l'ensemble de la chaîne, et ce qui sans doute va amener à avoir une conséquence sur les prix qui vont être à la hausse. Et à remettre la question de la souveraineté alimentaire, agricole, sur le devant de la scène, comme ça l'est régulièrement. Comme on l'entend sur plein d'autres sujets, la souveraineté dans les masques, les médicaments, etc. Sur la question alimentaire, c'est la même chose. On met plein de notions différentes derrière le mot de souveraineté, autonomie, repli sur soi, partage, etc. Le problème, c'est pas d'être interdépendant, c'est de l'être sans coopérer. Et aujourd'hui, on voit bien qu'un conflit qui intervient a tendance à complètement brutaliser l'ensemble des chaînes alimentaires. Alors, travailler sur ces nouveaux modèles, sur produire plus, notamment éviter la déforestation importée, l'huile de palme, etc., en produisant plus d'huile de tournesol pour l'alimentation humaine ou l'alimentation animale, c'est des choses des directions dans lesquelles il faut aller. Mais je reste un peu vigilant sur cette notion de repli sur soi et donc ça peut se faire en solidarité entre pays européens. Absolument. À l'échelle européenne, une souveraineté à l'échelle européenne, tout en ça sert à rien de mettre des murs autour de l'Union européenne. En commerce, en échange, l'Égypte aura toujours besoin d'un peu plus de blé, de la Russie, de l'Europe ou de l'Inde aujourd'hui. Et demain, on aura besoin de cette solidarité alimentaire aussi. Et attention, quand on regarde ces dispositifs de souveraineté alimentaire, il faut bien tenir compte à la fois du produit réalisé sur le sol et consommé directement, le blé qui va nous servir à faire du pain, mais il y a aussi toute la nourriture animale qui vient de céréales qui ne sont pas forcément produites et réalisées en France. Et donc, quand on se penche sur cette question, on se rend compte que la coopération, ce que vous évoquiez est très très juste, la coopération, à mon avis, européenne sera, à mon avis, trop faible, mais internationale, en tenant compte de l'ensemble du dispositif. On parlait tout à l'heure des intrants et de tout ce qui est produits phytosanitaires. Là encore, on ne peut pas tout faire par nous-mêmes, sur notre petite hexagone. À chaque fois, on en revient à la coopération, mais on voit bien que la coopération peut être vite mise à mal en cas de pandémie, de guerre. Donc comment est-ce qu'on résout cette équation? Est-ce qu'il n'y a quand même pas une nécessité, même à l'échelle européenne, par exemple, de pouvoir pourvoir aux besoins des populations? Alors complètement, et notamment sur la question agricole, parce que je rappelle qu'on est quand même la puissance agricole et qu'on a la politique agricole commune. Ah oui, la France, l'Europe, d'accord, et l'Europe, d'accord. Exactement, et que la France bénéficie, le premier pays qui bénéficie de cette politique agricole commune. Donc c'est vrai qu'au moment où on a tous ces risques et qui vont être de plus en plus croissants, d'avoir ces mécanismes, c'est vraiment nos agriculteurs français qui en profitent en premier lieu. Alors, on écoute un économiste du FMI? Je vous propose même d'écouter l'économiste en chef du FMI, cher Olivier Gourin-Chat, qui s'inquiète des effets sociaux de cette inflation dans les mois à venir. On l'écoute. L'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires va entraîner des difficultés pour un certain nombre de personnes, en particulier dans les ménages et les pays à faible revenu. Donc, ce que nous recommandons, c'est que les autorités fiscales essaient d'utiliser des mesures ciblées pour essayer de soutenir les populations vulnérables. Mathieu Brun, bien sûr, il y a le cas en Europe, il y a le cas à l'échelle du monde. Comment on peut faire pour lutter contre ces effets sociaux qui nous arrivent à vitesse grand V? Je crois qu'effectivement, il faut regarder au-delà de notre assiette française ou européenne, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. 3 exemples, la Tunisie, le Liban et le Maroc, qui sont des pays voisins, de l'autre côté de cette grande rivière qu'est la Méditerranée. Le Liban a subi un choc énorme avec la destruction des silos, donc un enjeu d'accès alimentaire très important. La Tunisie connaît une inflation galopante, et même avant la guerre en Ukraine, déjà avec une crise économique, des conséquences de la pandémie également. Et le Maroc, aujourd'hui, sur l'huile de tournesol, c'est
il dépend énormément de l'extérieur. N'oublions pas qu'on est aussi en période de Ramadan. Hein, et en période de fête, de collectif, où on achète toujours un peu plus parce qu'on est dans ces moments de célébration. Et puis, vous l'avez dit, les problèmes climatiques de sécheresse sur le Maroc. Bonne campagne l'année dernière, grosse incertitude sur sa l'avenir. De récolte, vous voulez dire? De récolte. Oui. Et au Maroc, quand l'agriculture va, tout va. Et ça peut générer donc des tensions au sein de la population? Absolument. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait en premier? On se révolte, on se déplace, et donc ça crée des incertitudes. Et je pense que ce qui vient aujourd'hui, quand on entend, notamment en Tunisie, les gens qui disent « je ne peux plus acheter de viande, je ne peux plus acheter de lait », la seule chose qui me reste, c'est le pain. Et si le pain, je ne peux plus l'acheter parce que ce pain est subventionné, c'est ma dignité. C'est les mots qu'on entendait déjà dans les printemps arabes, la dignité humaine. Absolument. Rodolphe Bonas, sur la situation aussi, alors c'est vrai qu'il ne faut pas regarder que l'assiette française, mais les effets sociaux en France peuvent être aussi sur certains produits de première nécessité importants. Oui, pour une raison en fait un peu mathématique et assez difficile, c'est qu'aujourd'hui, la part en moyenne du budget alimentaire des foyers français, c'est 13%. Mais ça, c'est la moyenne. Et en fait, lorsque vous allez... Moins vous gagnez de l'argent, plus cette part est importante. Et sur certains ménages, en fait, ça peut monter à 50, 60, 70%. Donc vous imaginez bien qu'une hausse des produits alimentaires de 8 ou 9%, vous comprenez qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Ça veut dire que sur un panier de 30 € ou 32 €, on n'ira pas au-delà des 37 €. Ça veut dire que en fait, les Français sont des vrais économistes de leur budget de manière la plus précise et la plus détaillée qui soit. Donc c'est vrai que oui, on va avoir des tensions, ça va avoir un impact social évident. C'est pour ça que les mesures sont attendues sur ce sujet-là. Et quelles mesures pourrait-il y avoir? Alors, à mon sens, parce que ce qu'on oublie toujours, c'est qu'on est toujours dans cette situation post-crise Covid, où on a déjà eu une très forte augmentation des inégalités en fonction des gens qui étaient plus ou moins protégés et ceux qui ne l'ont pas du tout été, ceux qui ont gagné du pouvoir d'achat et ceux qui en ont beaucoup perdu. Donc là, ça revient en plus. Et donc, à mon sens, ce que l'on peut faire, parce que c'est très difficile d'agir sur les prix qui sont au niveau internationaux, c'est vraiment d'avoir des politiques économiques ciblées. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a à peu près 6 millions de ménages qui sont vraiment en difficulté fragiles, énergétiques et alimentaires. Et donc, avoir des aides ciblées sur ces ménages, mais d'un montant plus important. Mais pourquoi 6 alors que 9 millions de Français vivent sous le seuil de la pauvreté? Parce qu'il y a l'aspect logement par rapport aux 6 millions alimentaires qui sont pris en compte différemment. Donc c'est vrai que sur l'alimentation, on n'a pas tout à fait suffisamment peut-être évoqué l'environnement et les menaces. Si il y avait une surproduction, plus de culture, de tournesol en France, du fait de ces risques de pénurie d'approvisionnement, est-ce que ça se ferait aux dépens par exemple des jachères ou aux dépens de l'environnement de manière plus générale? La question est complexe. La réponse sera rapide. La réponse sera rapide parce qu'en fait, une jachère, c'est pas parce qu'on a de la terre qu'on peut facilement la mettre en culture. Souvent, les jachères sont des zones à protéger pour la biodiversité. Elles sont des zones qui sont moins productives, des terres qui sont aussi moins productives, qui amènent d'autres services. Donc, c'est pas automatique. On plante pas une graine, elle pousse. Il faut un itinéraire technique, etc. Donc, c'est assez complexe. La question est de savoir aujourd'hui, on est quand même à un carrefour entre est-ce qu'on veut limiter les mesures agro-environnementales pour protéger l'environnement? Est-ce que ça doit se faire au détriment de la sécurité alimentaire des Français? Comment on conjugue les deux? L'enjeu est bien de conjuguer les deux, mais surtout d'avoir une vision à long terme. Il ne faut pas s'emballer dans une réponse à court terme qui reviendrait à mettre un petit peu à mal certaines politiques, notamment les politiques européennes de transition agroécologique. Je pense qu'il faut regarder sur le long terme et aussi regarder du côté du comportement du consommateur. Plus de sobriété? Plus de sobriété, ça c'est sûr. Sur le plan énergétique, c'est évident, on en aura besoin pour réduire l'impact du changement climatique. Plus de sobriété aussi dans le mode de consommation, dans notre gaspillage au quotidien. Il ne faut pas oublier ça. C'est vrai. Oui, pour rebondir juste simplement, pour vous donner un éclairage quand même, il faut savoir que tout le dispositif qui a consisté à accompagner les agriculteurs sur la transformation du bio, la vitesse à laquelle ça a été réalisé a peut-être été un peu trop rapide parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'exploitations qui sont quand même en grande souffrance parce que le marché du bio est en pleine déconfiture et que les Français achètent moins de bio. Et ils n'ont pas les moyens. Résultat des courses que vous disiez très juste, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prévoir à long terme parce que cette agriculture, c'est pas quelque chose qui fonctionne comme quand on claque des doigts. Il semblerait que vous soyez tous les trois intarissables sur le sujet. Merci encore dans un instant avec Alix Van P et Xavier Mauduit. On va